Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelques jours, la conférence épiscopale nationale du Cameroun, dans un communiqué, indiquait qu'elle se constituait partie civile et envisageait de porter plainte contre X pour assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le dossier indiquait également, le communiqué serait confié à un collège d'avocats pour représenter la conférence dans la recherche de la vérité. Une initiative qui ne serait pas du goût de certains évêques qui soutiennent que pour la paix, il faut inhumer le défunt et s'en remettre à la justice divine. Y aurait-il des évêques de la paix et des évêques va-t-en-guerre? Jusqu'où peut aller la conférence épiscopale nationale dans la recherche de la vérité dans l'affaire de la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? 237 débats ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237, le débat ce soir, Père Jean-Pierre Mukwege-Chaï, bonsoir. Bonsoir, Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Voilà. Je dirais simplement que vous êtes prêtre catholique, que vous êtes également enseignant au séminaire, et puis voilà, entre autres, vous avez été pendant quelques années chancelier de l'archidiocèse de Douala. Merci, Père Jean-Pierre Mukwege-Chaï, d'être venu sur le plateau de 237 débats. J'introduis également un homme politique sur ce plateau, Anissé Ekane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ça fait un moment. Voilà. Vous êtes homme politique et vous êtes l'un des dirigeants du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Et d'ailleurs, vous êtes davantage convié sur ce plateau, au-delà de votre casquette d'homme politique, comme un anticlérical. Ah ben c'est vous qui le dites, avec un ton aussi péremptoire. Sauf si vous n'assumez pas. En tout cas, pourtant, paradoxalement... Je ne suis pas catholique. Bon, pourtant, paradoxalement, vous êtes quand même un produit de l'Église catholique, puisque vous avez été formé par les catholiques, notamment au passage, les jésuites, voilà. Merci d'être venu sur ce plateau. Docteur Charles Ngadifna, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir les autres copanélistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, merci d'être venu. Vous êtes enseignant à l'université de Douala et vous êtes sociologue. Mais j'aime bien ajouter que vous avez fait beaucoup de travaux sur l'Église catholique et surtout l'Église catholique au Cameroun. Et j'ai envie de dire que vous êtes un spécialiste quand même des sciences ecclésiales. Ce n'est pas très exagéré en tout cas. Merci docteur Charles Ngadifna d'être venu. J'introduis André Bon, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Alors, vous avez une vision panafricaniste de la compréhension de toutes ces questions-là. Vous allez donc échanger avec nous pendant quelques temps avant de céder votre siège à l'avocat, en tout cas à l'expert en droits humains qui viendra sur ce plateau pour nous éclairer sur la dimension juridique de cette affaire en rapport avec la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je commence avec vous, André Bon, justement, puisque vous avez la parole, vous la gardez. L'opinion aujourd'hui semble divisée suite, je veux dire, par rapport aux suites à donner à cette affaire-là. Vous avez ceux qui croient qu'il sera difficile de faire la lumière sur cette affaire et que pour cela, il faut passer rapidement à autre chose. Vous avez d'autres qui soutiennent qu'il faut absolument faire la lumière sur cette question pour éviter que demain, il y ait d'autres situations semblables. Quel est votre avis dans ce débat? Bien, moi je pense que en tant que citoyen et observateur de la chose publique, je pense que dans un tel dossier, nous sommes en matière de justice et la justice ne peut avoir que la clarté qui correspond à la luminosité dans la salle, de la salle dans laquelle elle a été dite. C'est-à-dire que le procureur ne pourra dire une vérité qu'en fonction des éléments que les acteurs concernés par cette affaire vont lui présenter. Mais en attendant qu'effectivement le procureur entre en scène ou les avocats, puisqu'on a parlé de ce conseil-là, sur la perception de l'opinion publique, vous comprenez cela et vous vous rangez de quel côté? Bon, moi je pense que on ne peut pas généraliser. L'opinion publique aime le sensationnel, donc forcément elle va vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais maintenant, les personnes directement impliquées, moi je pense que il y a l'Église
Et si on veut prendre l'Église en tant que famille chrétienne de l'évêque, l'Église dit, si on te gifle la joue gauche, tu tends la joue droite. Donc pour moi, je m'attendais à la position de l'Église de passer à autre chose. Ça, c'est l'Ancien Testament, André Bon. Non, c'est Jésus qui le dit. Vous avez dit, ah d'accord, ok, le Nouveau Testament. Voilà, donc maintenant... Qui est venu changer la loi d'Italie. Voilà, donc je m'attendais, j'attends de l'Église cette position. Par contre, il y a la famille biologique. Pour moi, c'est la famille biologique qui peut demander à voix claire, se porter plainte contre X, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui est vraiment l'auteur de ce qui paraît être un assassinat, parce que la thèse du suicide, c'est vite fait d'identifier quelqu'un qui s'est suicidé. Il y a les antécédents, il y a les éléments qui peuvent amener à penser que quelqu'un s'est suicidé. Donc, le suicide est peu probable, l'assassinat est possible. Bon, les deux personnes les plus impliquées ici, c'est la famille biologique et, comment dire, l'Église. Maintenant, un homme de cette carrure a forcément des liens avec peut-être des hommes de pouvoir. Je ne peux pas parler de l'État parce que l'État, c'est nous, c'est tout le monde. Donc forcément, peut-être qu'on peut avoir une entrée en scène des hommes de pouvoir. Donc, si on veut élaguer ici ce dossier, je pense que le procureur doit avoir comme point d'ombre l'Église et les hommes de pouvoir. Et maintenant, il lui revient sa capacité, n'est-ce pas, à pouvoir aller au fond de ce dossier pour chercher la lumière. Parce que parce que quand on regarde, s'il y a eu la main de l'homme derrière cette mort, c'est des professionnels, puisqu'ils n'ont pas laissé de traces. Si c'était des brigands, ça serait brutal. Il y a peut-être des traces qu'on ne voit pas encore. Oui, qu'on ne voit pas, mais à ce niveau, on ne peut pas dire que c'est un brigand qui l'a fait. Donc, si ces gens-là ont la capacité de maquiller quelque chose, ça veut aussi dire que, et puis s'ils ont tué un évêque, ils peuvent tuer un procureur. Donc, moi, je n'aimerais pas être à la place du procureur. Donc, lui demander de sortir tout de suite la lumière, je pense qu'il faut réfléchir par deux fois. Ils sont habitués à des situations beaucoup plus compliquées. Moi, je pense qu'il faut donner à la justice, donner au procureur le temps, s'il a vraiment la force, le caractère d'aller au-delà. Mais maintenant, s'il a un pistolet sur la tempe, s'il a l'argent dans les poches, ça va être difficile. Voilà. Dr Gadjina, est-ce que c'est la même lecture que vous avez de cette affaire-là? Il y a eu un certain nombre de mouvements autour de cette affaire. On a vu les communiqués, les contre-communiqués, conclusions et contre-conclusions d'autopsie, entre autres. On se souvient encore de cette sortie du procureur Girard après la cour d'appel du centre, qui dans un communiqué indiquait que la cause probable du décès de Monseigneur Bala, c'était la noyade. Pourtant, quelque temps auparavant, la conférence épiscopale nationale, à travers une sortie, à travers un communiqué, indiquait que l'évêque avait été brutalement assassiné. Et cette conférence est revenue à la charge au lendemain de la sortie du PG pour indiquer qu'ils restent sur leur position. Est-ce que cette confusion-là ne peut pas justifier l'attitude de ceux qui aujourd'hui estiment que ça ne vaut pas la peine, il faut arrêter et passer à autre chose? Disons que chacun, comme vous le dites, chacun peut se faire une opinion parce que la littérature est effectivement abondante sur le décès de feu Monseigneur Benoît Bala. Alors parler de mon point de vue de confusion, ce serait faire un peu preuve d'euphémisme parce que là on est dans une situation d'embryamini. Donc une confusion totale, où, comme vous le dites, où il y a des communiqués, des contre-communiqués, en commençant d'abord par le procureur de la République qui visiblement de bonne foi a assumé à un premier moment que la mort était suspecte. Je crois que c'était fait de bonne foi et c'était au regard ne fût-ce que des séquelles, des premiers éléments qu'il y avait sur le corps tel qu'il a été identifié. Parce qu'on n'a pas besoin de justifier d'une réduction à médecine légale pour reconnaître un bras d'un évêque qui est cassé. Ça, ce sont des éléments physiques.
les évêques l'ont vu, tout au moins l'archevêque de Douala, avec qui j'ai causé, a effectivement établi qu'il y avait un bras qui était visiblement cassé. Alors ça veut dire que les traces de violence sont inéluctables. Par contre, dans la démarche et dans l'évolution du communiqué du procureur de la République, j'ai beaucoup de procureur général qui est un magistrat quand même aguerri. Il se pose quand même une sorte de décalage entre ce magistrat que je connais un peu de par son érudition et la nature du texte qui a été servi. Alors, est-ce que le texte vient vraiment de ce magistrat qui a commis une suspicion sur la mort de l'évêque et le texte tel qu'il a été rédigé? Oui, il y a quelqu'un qui a affirmé, un avocat, qui a affirmé de façon claire qu'il a vu le document en question qui ne portait pas l'entête du parquet général. Enfin, et on a un juriste qui viendra sur le plateau tout à l'heure et qui nous expliquera peut-être cela. Donc vous estimez peut-être qu'il y a un peu de manipulation. Pour avoir un peu parcouru certains documents, soit en aidant certains amis et autres qui avaient affaire, et puis j'ai vu le magistrat, je connais à peu près le style de langage du magistrat. Alors au plan sémique, tel que le texte a été fait, je crois que je ne recuse pas l'intelligence du magistrat, mais sauf à lui peut-être de dire le contraire, mais je reste quand même dubitatif sur le fait qu'il soit l'auteur du texte. Maintenant, dans le fond, alors je crois que nous ne sommes pas dupes. Quand nous parlons d'expertise et de contre-expertise, en principe, sur le plan terminologique, la contre-expertise vient élaguer des zones d'ombre sur le premier. Alors, il y a eu une autopsie. Je crois qu'il y avait une communication qui était indispensable à ce moment pour dire qu'est-ce que l'autopsie a révélé. Maintenant, s'il y a des zones d'ombre, on commet une contre-expertise. Or, tel que c'est parti, les résultats... Il y a eu une expertise le 2 juin, une autre le 22 juin. Voilà, pas de communication sur ces aspects, c'est des expatriés qui sont venus. Je crois que pour l'instruction même judiciaire, c'était de communiquer, au moins de tenir la communauté au courant. Il y a eu une première autopsie, voici les résultats que ça a donné. Or, quelle est la partie qui a contesté le premier rapport d'expertise pour qu'on arrive à commettre une autre? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'enrober la vérité qui s'y trouvait et que des médecins légistes de renommée s'accordent à reconnaître que c'est une mort probable? Ça veut dire qu'en principe, ils n'ont pas tous les éléments objectifs d'évaluation. Parce que le mot probable, ça veut dire que c'est possible. Donc on ne peut pas passer à un premier examen, à un deuxième examen de contrôle de portée internationale tel que les textes le disent. Je crois que c'est un peu curieux. Sauf à ce que le corps qu'on a présenté, parce que ces médecins légistes internationaux qui sont venus ne connaissent pas physiquement Monseigneur Bala, de son vivant d'abord, et avec la métamorphose subie par la mort, est-ce qu'ils ont eu affaire au même corps? Est-ce que c'est vraiment le corps de l'évêque qu'on a posé? Il me semble être le mot probable, noyade, semble relever d'une certaine embrouille dans la démarche. Mais d'une manière générale et comme chrétien, je rejoins un peu le précédent orateur, de dire que bon, c'est vrai que l'Église a cette dimension de céder au pardon, parce qu'il faut pardonner, c'est un fait, mais il faudrait également dire que la recherche de la manifestation de la vérité n'est pas un tabou pour l'Église, parce qu'il faudrait vivre d'abord ce qu'il y a sur terre avant d'aller au ciel. Pour pouvoir avoir le pardon, il faudrait bien régler ces problèmes. Donc la lumière doit être faite. Elle est importante parce que ça peut être le début d'une escalade. Il faudrait qu'on comprenne les mobiles. Mais vraisemblablement, on n'a pas besoin de justifier des connaissances en police judiciaire pour reconnaître qu'on n'a pas affaire à des vulgaires assassins. Le coup est tellement parfait qu'on se retrouverait dans une position d'appui des professionnels. Parce qu'évidemment, une question fondamentale est, pour le commun, le téléphone de Monseigneur Benoît Bala. Et où est-ce qu'il est possible de quitter l'évêché à 23 h sans passer un appel, sans recevoir un appel? Je crois que chacun de nous doit s'inquiéter, doit s'interroger fondamentalement sur l'insécurité qui est ambiante et que peut-être la mort de Bala est une escalade pour nous tous. Si un évêque est passé par là, un archevêque peut, et même revenir à une simple personne. Si on a pu, de manière professionnelle, tuer un évêque, nous autres, au sortir de ce plateau, ça peut être possible. S'il en est ainsi du bois vert. Donc, je crois que la question sécuritaire est vraiment à prendre trop au sérieux, et avec
les échéances électorales qui arrivent. Je parle sous le contrôle d'un homme politique, qui est aguerri. Je crois que chacun de nous doit prendre ses dispositions, au moins se retroucher les manches. Vous n'êtes pas aussi alarmiste que lui, hein, non, parce que je connais le contexte. Depuis qu'on a assassiné l'évêque, chaque fois que je me déplace, ma mère, heureusement qui est encore en vie, me dit que bon, attention qu'on ne te balance pas dans l'eau. Et d'ici peu, c'est ce que ma mère me dit, si on peut tuer un évêque, toi c'est du menu fretin. Je crois qu'il faut replacer la mort brutale de Monseigneur Bala dans le contexte général du pays. La plupart des Camerounais ne sont pas étonnés qu'il y ait de l'ombre dans cette affaire, puisque toutes les autres affaires qui avaient une relation avec l'Église sont restées sans aucune explication sérieuse. Donc a priori, les Camerounais pensent qu'il y a anguille sous roche dans la mort de Monseigneur Bala. A priori. Donc cela ne vient pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de différentes appréciations chez les évêques. C'est l'opinion publique qui pense que ça ne peut être qu'un assassinat. C'est vraiment ce que l'opinion, y compris ceux qui ne sont pas nécessairement contre le régime RDPC. Comme on pense que c'est quoi assassiner? Oui, mais parce qu'au-delà, il y a quand même, il a parlé tout à l'heure, il a donné un certain nombre d'éléments. Il y a un autre élément que je pourrais ajouter, qui est que tout le monde sait. Dans le communiqué, on a bien indiqué que le corps a été remis à la famille. Oui. Alors, peut-être que le PG voulait écrire que le corps a été mis à la disposition. Enfin, j'en sais rien. Mais il a dit que le corps a été mis. Bon, parlant de la famille. Après, on s'est rendu compte, c'est cette semaine encore, qu'on voyait que effectivement, on allait pour réceptionner le corps. Parlant de la famille, ceux qui sont a priori et en premier concernés, c'est d'abord la famille, j'allais dire biologique de Bala. Mais depuis, on entend à peine parler. C'est comme si il y a une consigne. Taisez-vous. Ne rentrez pas dans cette affaire. Parce qu'a priori, il doit avoir des... J'ai vu un oncle toujours à la télévision, il doit avoir des membres de sa famille qui devaient au moins s'exprimer, dire que... Monseigneur Bala appartient désormais à l'Église, plus à sa famille biologique. Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il appartient, puisque... Au niveau de la loi, ceux qui ont un droit péremptoire sur le corps, c'est d'abord la famille biologique. Au niveau de la loi. Bon, l'Église peut être partie civile, mais au niveau de la loi, ceux qui ont un droit péremptoire, c'est sa famille biologique. Mais elle est, jusqu'à maintenant, elle est à faune. Troisième chose qui a relevé, c'est que on n'a eu aucune communication avant l'expertise douteuse de l'étranger. On n'a eu aucune communication sur le développement de l'enquête. C'est lorsque les étrangers sont arrivés qu'il y a eu la première communication sur l'état de l'avancement de cette enquête. Ça paraît douteux. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, il y a eu 3 expertises, pas 2. Une première, une deuxième. Si une deuxième, c'est que, comme il a dit, la première a été contestée. Par qui? On ne sait pas. Il n'y a aucune communication, on parle pour que jeune qui doit être au courant de tout ce cheminement. Lui, par exemple, soit la police, soit la PJ, soit la gendarmerie a pu contester la première expertise. Mais il y en a eu 3, 1, 2. Et comme il arrive souvent, la 3e expertise vient départager, en réalité, les 2 premières. Donc, dès que la 3e penche pour une des 2, automatiquement, ça arrive à la conclusion probable noyade. Cela veut dire, en clair, qu'une des expertises a conclu à la noyade. Au moins une. Au moins une. Quelle est celle qui a conclu à la noyade? Elle a été faite par qui? On ne sait pas. Sous la direction de qui? Par la contestation de qui? On ne sait pas. Donc il y a un flou terrible. Et dans ce contexte-là, tout le monde veut savoir la vérité. C'est ça qu'il faut dire. Et j'en finis pour terminer. Je dis que l'Église, la hiérarchie catholique joue sa crédibilité dans cette affaire. Parce que il y a eu plusieurs assassinats. Sœurs, frères, abbés,
dont 20 qui était mon professeur à Liberman, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu de façon véhémente des questions sur les enquêtes faites, les conclusions des enquêtes, etc. On a enterré ces messieurs et dames. Donc, on est dans un contexte. Quelle que soit la vie, moi, je n'ai pas vu le corps de Mbala, donc je n'ai pas une opinion arrêtée sur ça. Je n'ai pas vu les rapports d'expertise. Mais le flou amène des fantasmes. Les fantasmes amènent des conclusions hâtives. Pour vous, donc, il faut faire de la lumière. Il vaut mieux faire de la lumière, au moins sur ce cas, qui est, tout à l'heure, le père Jean-Pierre a évoqué le cas des 9 disparus de Bépanda. Vous savez, le commandant opérationnel a tué des centaines de Camerounais, sans qu'il y ait aucune enquête, aucune affaire. Celle de Bépanda, on déclenche l'affaire des 9. L'affaire des 9 a été déclenchée parce qu'il y a eu des traces de leur passage dans les gendarmeries. Donc, on peut tuer dans un contexte différent, apporte le problème comme celui de Monseigneur Mbala aujourd'hui. Père Jean-Pierre Okengue-Chahi, le sentiment qu'on a, c'est que cette division-là, au niveau de l'opinion, par rapport aux suites à donner à cette affaire, n'est pas seulement celle de l'opinion. On a l'impression que même au niveau de l'épiscopat, il y a comme des divergences de points de vue. Je rappelle ici une analyse de Xavier Messé, le directeur des rédactions de l'Anecdote, qui indiquait que sur les 5 archidiocèses métropolitains, 4 exigent que toute la lumière soit faite sur la disparition de Monseigneur Mbala avant l'inhumation. Un seul estime que, et je cite, pour la paix, il faut inhumer le défunt et s'en remettre à la justice divine. Le un seul là, c'est qui? Il faut les citer, vous avez dit 4. Tu dois être au courant. Le un seul là, c'est qui? C'est quel archidiocèse? L'archidiocèse dont dépend le diocèse d'Edea. Donc, vous parlez de quel archidiocèse? Parce que sur les 5 provinces ecclésiastiques, 4 sont pour qu'on fasse la lumière. Il y a une seule province à la tête de laquelle il y a un archevêque qui dit qu'il ne faut pas pour qu'il y ait la paix. C'est qui, c'est quoi? Moi, c'est vous qui avez fait des enquêtes. Mais vous avez certainement l'information, mon père. Non, alors, vous parlez d'archidiocèse de Yaoundé, peut-être. Oui. Eh bien. Probablement. Eh bien, moi, je peux vous dire, ça, l'anecdote a dit, Equinox peut dire, qu'il y ait des dissensions au sein de la conférence épiscopale, qu'il y ait des désaccords. Mon frère Anicet qui est là, André qui est là, ou bien mon frère qui est ici, docteur. On peut sur ce plateau avoir tellement des opinions divergentes. Je n'ai rien contre eux, mais... Ce n'est qu'une opinion donc. C'est tout, je n'ai rien contre eux. Vous ne ressentez pas cela dans les prises de Dès lors qu'il y a une déclaration qui sort et qui est signée évêque du Cameroun, conférence épiscopale nationale du Cameroun, que ça soit X et Y qui a émis son bémol, ça ne veut rien dire, c'est la conférence épiscopale du Cameroun. Je ne nie pas, je ne mets pas en doute que au sein de la conférence, chaque évêque peut avoir son opinion, peut vouloir, pour des accointances tribales ou ethniques, ce qu'il veut, je n'ai rien contre. Ça, je n'en disconviens pas. Mais une fois qu'une déclaration est faite par le président de la conférence épiscopale, qui est mon évêque actuellement, jusqu'à ce qu'il sera peut-être remplacé par quelqu'un d'autre, je me dis, c'est tous les évêques du Cameroun et n'importe qui peut aussi dire ce qu'il veut. Reste que s'il y a cette division, même si on a un communiqué qui donne la position officielle de l'épiscopat, s'il y a des divisions à l'intérieur, reste que cela peut avoir un impact sur la force et l'impulsion que la conférence donne par rapport à la manifestation de la vérité. Oui, mais mon cher Duval, quand nous sommes sur ce plateau, c'est vous qui insistez pour dire s'il y a la division. Je ne sais pas si l'opinion publique sait qu'il y a la division. Puisqu'elle n'est pas exprimée officiellement. Oui, elle n'est pas dite, oui, comme dit Anicet, publiquement. Je ne nie pas qu'il y ait des divisions, mais j'ai dit sur ce plateau, on n'aura pas tous ce soirs la même opinion, les mêmes avis, c'est tout à fait normal. Mais dès lors qu'un communiqué est signé par le président de la conférence épiscopale du Cameroun, je me dis cela suppose que les dissensions, même ceux qui sont contre ce communiqué, s'alignent pour dire c'est l'Église catholique qui est au Cameroun qui parle. Donc maintenant,
tout le reste est là. Partout dans le monde, vous trouverez ça. Je ne connais aucun gouvernement sur la terre, je ne connais aucune république sur la terre où tout le monde est unanime à 100%. Beaucoup d'associations. Oui. Donc, oui, je ne voudrais pas prendre le contre-pied de l'analyse de M. l'abbé, mais je crois que c'est une évidence qu'on ne peut pas se retrouver dans une approche conforme ou bien uniforme. Dont les dissendances, ça c'est un fait naturel, un fait d'ailleurs social. Mais l'élément important à analyser là-dedans, c'est de voir. C'est un communiqué en principe de compromis. Ce n'est pas pour autant que l'archevêque a signé au nom des évêques que tous les évêques étaient d'accord. Je le dis sous le contrôle d'avoir suivi dans les débats des assises de la CERAC. Moi, ça, je l'assume, puisque ce n'était pas dans une salle fermée, il y avait assez de monde au centre Jean 23 de Volier. Monseigneur Jean Zoa a pris la parole en affirmant mot à mot pour dire qu'il a été saisi par la présidence pour appeler les fidèles à une pondération des propos pour en tirer. Alors, c'est de cela qu'il fallait bien qu'on en parle. Deuxième, ça vous devez le savoir. Deuxième élément, au niveau de la date, l'archevêque, en fait, l'administrateur apostolique de Bafia énonce une date. Du 2, en fait, la date connue, 2-3. Alors, pour certains, je ne vais pas citer, mais toujours la province ecclésiastique de Yaoundé, c'était très long. Ça donne libre cours à des remues, ainsi de suite et autres. Il fallait, là et maintenant, retirer le corps et procéder. Et naturellement, ce n'était pas du goût d'un archevêque adoubé de la présidence de la conférence. Donc, c'est pas assez fondé de dire qu'il n'y a pas de division. Il y a des dissendances, mais il faudrait noter... Et qui peuvent, docteur Gadivna, j'imagine, impacter sur la démarche que la conférence épiscopale engage pour la manifestation. Évidemment, donc ça fragilise déjà. Et il faudrait distinguer, on a parlé d'un archidiocèse, je crois qu'il y a une autre catégorie subsidiaire d'évêques ou d'archevêques qui ont des positions de toute façon neutres, qui ne sont pas pour, qui ne sont pas contre. Donc en principe, on se retrouve dans une triptyque de positions au niveau de la conférence épiscopale. L'aile dure, tenue par l'archevêque de Douala et quelques autres, qui estiment qu'il faut faire la lumière, trop c'est trop. Il y a des évêques, pour la plupart de la province ecclésiastique du centre, ils disent qu'il faut retirer le corps, et procéder, et qu'il y a eu des appels comme quoi il faut pondérer et puis laisser la justice divine faire. Et il y a une troisième catégorie qui estime que bon, c'est un train qui arrive à l'heure ou alors un chien écrasé. Donc je crois que c'est important de souligner cet aspect, que ce n'est pas parce que le communiqué est pris signé du président que tous les évêques sont d'accord. Il faut intégrer dans l'analyse l'approche du compromis ou alors du primat de la majorité qui ne devrait pas nous faire occulter le point de vue de la minorité. Évidemment, vous êtes journaliste, vous pouvez creuser. Bien sûr. Quelles sont les sorties ou les points de vue qui ont été donnés par l'archevêque dont répond le diocèse de Bafia? Il faudrait quand même... L'évêque, j'ai dit, la position. Oui. Bafia est rattachée à l'archidiocèse. J'ai dit bien. On reviendra là-dessus parce qu'il y a une donc, je crois que nous ne sommes pas dupes. Chacun peut se faire une opinion, mais je crois qu'il y a des positions qui sont peut-être suspectes ou bien probablement suspectes. Voilà. Certains évêques. Sur cette question-là, André, lorsque vous écoutez ce développement-là, quel est le sentiment que vous avez? Vous avez l'impression qu'il y a peut-être au sein même de l'épiscopat des gens qui auraient intérêt à ce que ça aille lentement, doucement, ou bien c'est au nom de la paix que cela doit être fait comme ça, de votre point de vue? Bien. Pour ma part, je pense que quand on lit le scénario de cette mort, comme je l'ai dit tout au début, le procureur est la personne centrale pour nous apporter la lumière. Mais on peut lire aussi en tant qu'observateur... Formellement. Oui, formellement. Oui. Mais on peut lire aussi qu'il y a deux champs qui orientent sur les coupables. Les hommes de pouvoir et les hommes d'église. Au niveau de l'église, le principe voudrait qu'on passe vite à autre chose. Le principe. Maintenant, les divisions au sein de l'église peuvent cacher quelque chose. Dans le cas où le coupable se cacherait au sein de l'église. Mais rien n'indique encore ici que le coupable est dans l'église. Le coupable peut être du côté des hommes de pouvoir.
Je ne dis pas l'État, mais les hommes de pouvoir. Mais en général, la société est dirigée par l'État à travers les hommes de pouvoir et l'Église. L'État se sert de l'esprit et l'Église se sert de l'âme. Donc, pour moi, c'est les deux grands régents de la société. Ils vont s'engueuler, ils n'ont jamais bagarré. Donc, il peut y avoir du bruit au sein de l'Église, mais je crois que pour l'intérêt des uns et des autres, les choses vont se tasser progressivement. Et moi, dans ce dossier, je m'en remets beaucoup plus au procureur. S'il est un homme téméraire, si il veut en faire une affaire personnelle, il peut nous amener la lumière sur la table. Mais, comme je dis, il y en a eu d'autres, on n'a jamais su. C'est pas sûr que dans ce cas, on aura aussi de la lumière. Parce que ça reste un meurtre qui concerne ces deux aspects du pouvoir, le pouvoir spirituel et puis le pouvoir étatique. Est-ce que ça vous donne le sentiment qu'il y a des évêques du pouvoir et les évêques de l'opposition? Vous savez, il y a la politique partout, même au sein de l'Église. Il y en a qui reçoivent peut-être ou qui font des choses avec les hommes de pouvoir, donc ils ont intérêt à couvrir leurs amis. C'est fort probable. Et c'est pas de la politique, ça. Bon. C'est pas de la politique qu'on cherche à couvrir. Vous savez, voici bon, quelqu'un qu'on peut considérer, mon frère Anicette, qu'on peut considérer comme étant un politicien de métier, mais nous tous ici, 5 sur le plateau, nous sommes tous des politiciens. Ouais. Parce que c'est quand j'ai fait curer mon caniveau devant ma maison, quand j'ai fait élaguer l'arbre qui risque de tomber chez le voisin et pourtant qui est dans ma conscience, j'ai fait de la politique, c'est-à-dire quoi, l'organisation de la cité. Donc, il y a la politique au sens digne de ce mot, l'organisation de la cité, au sens grec du mot, et la politique politicienne, c'est celle que, enfin je m'excuse, je suis intervenu là-dessus, c'est celle-là la politique politicienne. Donc je ne peux pas croire qu'il y en a qui sont pour les hommes du pouvoir. Si on est copain, copine, de copinage avec, parce que je suis ami d'Anicette Kané, il fait de la politique. Je ne fais pas de la politique, moi. Je reviens à vous tout à l'heure. Je suis son ami, je suis son copain, mais ça, c'est la politique politicienne. Mais s'il faut maintenant rentrer dans ce qui relève de la politique au sens obvi du mot, noble. Oui. Mais il ne faut pas oublier que, à travers cette affaire, l'État, en tant qu'institution, est interpellé. Parce que l'État veut que règne la paix dans la société. Exact. Et s'il y a risque de soulèvement, l'État doit prendre position. Donc, l'État peut aussi agir en interpellant les acteurs. Mais pourquoi l'État s'agit-il tellement? Parce que l'État s'est senti indexé un jour. L'État n'est pas indexé, mais l'État n'a pas intérêt qu'il y ait soulèvement dans la société. Alors, ça suppose alors que qui se sent morveux, non, qui se mouche. Le Cameroun ne va pas brûler parce qu'un évêque est mort. C'est ça ce que j'ai dit, parce qu'il y a des Camerounais qui meurent tous les jours. Oui. Alors je me dis, si l'État alors, parce que dans cet embrouillamini dont il a parlé tout à l'heure, le docteur a parlé tout à l'heure, eh bien je me dis, vous savez, saint Thomas d'Aquin disait, qui veut tout prouver ne prouve rien. Le procureur Ntamak fait un communiqué disant qu'il a remis le corps aux autorités ecclésiastiques. Le jour, le 12, que les autorités ecclésiastiques, entre guillemets les évêques, qui partaient, à commencer par l'archevêque de Douala qui est présent à la conférence, qui partaient à l'ordination épiscopale de l'évêque de Yokadouma, c'est ce jour-là qu'ils sont le communiqué soi-disant, eh bien, on a remis le corps aux autorités ecclésiastiques. Quelques jours après, pas plus tard que à la fin de la semaine passée. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Un commissaire, je ne sais pas qui. De la police judiciaire. Quelque chose comme ça qui dit que le corps a été mis à la disposition de la famille. Alors, c'est le même corps ou c'est un autre? Alors, Tamaka dit que le corps a été remis aux autorités ecclésiastiques le 12. Ces jours-là, les évêques étaient déjà à Yokadouma. Et puis, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un qui dit le corps vient d'être remis. Nous parlons de quel corps? Alors, vous voyez que... Mais n'oubliez pas que dans ce dossier, oui, si un évêque de cette envergure a été tué,
les personnes les mieux placées pour apporter la lumière à la justice, c'est d'abord l'Église. Eh bien, justement. Et comme l'Église n'a pas la lumière, l'Église n'a pas la lumière, il faudrait bien. L'Église sait ce qui s'est passé. L'Église doit au moins apporter la preuve qu'elle n'a rien à voir à faire. Et puis vous n'êtes pas totalement hors sujet parce que, effectivement, Monseigneur Samuel Cléda, le président de la conférence épiscopale nationale, je crois à l'ouverture de la CIRAC ou à la sortie de l'ordination de l'évêque de Kadouma, a indiqué que les évêques ont des éléments. Exact. Et le cardinal Christian Toumida a aussi confirmé. Ils vont sortir ça. Le marché. Alors, est-ce que cela veut dire que l'Église a la vérité qu'elle attend ou bien qu'elle cache pour l'instant? Pour moi, l'Église doit avoir au moins 60% de la vérité. Voilà. Alors, André, bon, on va vous remercier. Vous allez céder votre siège à Moïse Messomo, expert en droits humains, qui va nous retrouver sur le plateau. Voilà. Donc, en attendant, je reviens à vous, Alice Ekani. Alice Ekani. Alors, sur cette question-là, effectivement, alors, il y a donc, d'un côté, des gens qui estiment que l'évêque, je veux dire quoi, les évêques ont des responsabilités sur le sujet, et c'est la raison pour laquelle ils ont du mal à avoir des positions communes sur la question. Vous avez d'autres qui estiment que c'est peut-être au nom de la paix, justement, qu'on n'arrive pas. Et puis, à côté de cela, il y a bien évidemment cette sortie, ou bien ce qui est considéré comme un peu ambigu. Je veux dire, l'attitude, le comportement du nonce apostolique. Est-ce que pour vous, il faut mettre ensemble tous ces éléments-là pour comprendre ce qui se passe en termes de confusion autour de cette affaire? Je pense qu'il y a un élément qu'il faut ajouter dans cette affaire, c'est que c'est un secret de polichinelle pour dire qu'il y a des relations. Moi, je peux, si je peux les qualifier, je peux dire incestueuses entre les hommes du pouvoir et une partie de l'Église catholique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. L'État camerounais en général est très proche des hommes d'église, de l'Église catholique. Ça, on le sait. Ça veut dire que les différentes connexions entre la hiérarchie de l'Église et l'État brouillent davantage la situation. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas une unanimité au sein de la conférence épiscopale, cela veut dire en clair qu'il y a des évêques qui épousent la démarche du gouvernement, qui voudraient que l'affaire se règle rapidement, et d'autres qui pensent que trop c'est trop, il faut qu'on mette un point d'orgue à ce qu'au moins cette fois-ci, la vérité éclate. Et je l'ai dit au début de mes propos, que l'Église catholique joue, au niveau de la hiérarchie, sa crédibilité dans cette affaire. Parce que autant dans les autres affaires, elle ne s'était pas manifestée de façon bruyante, autant dans celle-ci, elle s'est manifestée de façon bruyante, et il faudrait que cette manifestation amène les Camerounais à croire qu'elle veut véritablement que la vérité soit faite sur cette mort suspecte, et que cela ne se termine pas par une paix des braves, comme semble l'indiquer les développements dans la guerre des communiqués. Alors, Dr Ngadjivna, il y a, on parlait tout à l'heure, hein, je crois qu'il y a également cette analyse qui a été faite, selon laquelle, au cours, c'est un rapport avec la réception du corps. Il semble que lorsque le corps a été sorti de la morgue et qu'il fallait que quelqu'un, l'Église, réceptionne, le corps a été acheminé à Bafia et on a demandé au vicaire de recevoir, de réceptionner le corps et de signer, je veux dire quoi, la décharge. Alors, dans un premier temps, dit-on, il s'est rebiffé et il a fallu qu'on lui indique que ce corps est accompagné d'une note signée du nonce apostolique pour qu'il décide effectivement de réceptionner. Et la question que moi je pose, c'est celle de savoir, est-ce que dans les... Je veux dire quoi? Est-ce que cela se comprend? Est-ce qu'il n'y a pas, comme ici, une attitude un tout petit peu pas très compréhensible du nonce apostolique? Comment ce corps peut être acheminé à Bafia
alors que les évêques sont en réunion à Yaoundé. En réalité, est-ce qu'il n'y a pas un évêque, peut-être l'administrateur apostolique, qui devrait accompagner, par exemple, ce corps-là? Comment le corps de Monseigneur Bala peut se retrouver à Bafia de cette façon? Est-ce que ça se comprend de votre point de vue? Disons que personnellement, elle peut à ce niveau être compréhensible dans la mesure où, si vous réalisez le communiqué signé du président de la conférence épiscopale, ils ont procédé à l'identification du corps qui a été mis à leur disposition. Le communiqué le dit et à charge pour eux d'organiser les obsèques de Monseigneur. N'étant pas dans une approche protocolaire, le vicaire pouvait le faire. Il n'y a pas d'inconvénient puisqu'il n'y avait pas grande escorte. Le vicaire était fondé de le faire. La réticence du vicaire, c'était relativement à ce que c'était un sujet délicat et il ne voudrait pas prendre le devant et il n'y avait pas une communication entre l'administrateur apostolique et le vicaire. Mais je crois que le problème s'est résolu vite au moment où il a reçu également de sa hiérarchie, qui est l'administrateur, pour dire effectivement le corps a été identifié par les archevêques et ainsi de suite et autres. Non, je voulais être rassuré que dans les usages c'est comme ça que ça se passe, parce que en réalité, moi, on s'imaginait que l'administrateur apostolique c'est quand même Monseigneur Commet. Donc l'ordinaire, enfin c'est comme ça que ça se dit, l'ordinaire des lieux, qui devrait recevoir le corps de Monseigneur Bala et peut-être par le vicaire. Comment ce corps peut se retrouver là à Bafia alors que Monseigneur Commet encore... Enfin, on se posait la question de savoir. Donc vous dites que dans les usages, dans les pratiques, ça se comprend. Oui, je crois que ce n'est pas encore les obsèques. Le protocole commence effectivement à la date qui est arrêtée. Les autres relèvent de la cuisine interne et on ne s'encombre pas de beaucoup de protocoles et d'accompagnement. Ça, c'est faisable. Mais par contre, les aspects purement protocolaires en toute dignité pour l'évêque commencent aux dates arrêtées. Même si vous rentrez dans le système protocolaire classique, c'est évidemment le président de la République est allé en Italie. Il est arrivé 2 jours avant. Mais la visite d'État commençant un jour précis, le protocole est déclenché au jour indiqué pour la visite. Donc c'est effectivement la même chose. Donc le protocole se mettra en branle avec tous les honneurs aux dates arrêtées par l'Église. Alors on reçoit sur ce plateau, oui, bonsoir. Bonsoir Duval et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour participer comme tous les autres à la manifestation et à la construction intelligente des idées des Camerounais. Voilà, merci d'être venu. Alors, Père Jean-Pierre Onkenye-Chahi, toujours dans l'analyse, les analyses qui sont faites, il y en a qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi, au cours du dîner que le nonce apostolique donnait à sa résidence, au moment où il est en train de quitter le Cameroun, dans les sujets qui ont été évoqués, il y a bien évidemment son bilan au Cameroun en tant que nonce apostolique au Cameroun, représentant du Vatican au Cameroun équatorial. Et puis le sujet en rapport avec le décès de Monseigneur Bala, qu'il n'ait pas évoqué une seule fois le nom de Monseigneur Bala. Pour certains, c'est une attitude ambiguë. Est-ce que pour vous, il faut considérer cela comme le respect de l'âme du défunt? Ou bien il y a quelque chose qu'il faut aller comprendre là-dedans? Non. Vous savez, dans une circonstance comme celle qui nous préoccupe aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'on guette les scandales. Scandale en grec, ça veut dire la pierre sur laquelle on cogne pour tomber. C'est ce qu'on appelle scandale. Donc, on guette un peu tout ça. Je ne crois pas que s'il ne l'a pas évoqué, tant mieux pour lui, ça n'a pas évoqué. Et admettons qu'il l'ait évoqué, ça va changer quoi? À la mort de Bala ou à la recherche de la vérité sur sa mort? Moi, je suis content qu'il ne l'ait même pas évoqué. Parce qu'en l'évoquant, c'est des petites histoires qui relèvent du protocole, parce qu'il faut parler. Si tu ne cites pas, tu as omis. Non. Tant mieux s'il ne l'a pas fait, le pauvre, il va partir. Il a déjà été nommé. C'est tombé mal que sa nomination, 3 semaines avant, n'a pas été rendue aussi publique comme nous en parlons. C'est des choses qui se sont passées comme d'habitude. Et voilà que ce qui est arrivé est arrivé. Il est au sommet parce que l'évêque de Bafia avait écrit au nonce une lettre. Et qu'est-ce qui était dans cette lettre?
chacun supputait là-dessus. Justement, parce qu'on fait le lien avec... Oui, alors maintenant, s'il n'a pas essayé de... Non, écoutez, dans cette lettre, vous voulez que je vous le dise, je vous le dis. Dans cette lettre, il n'y avait rien. Je reviens de Bafia, je m'excuse de le dire. Il n'y avait rien dans cette lettre. C'était des remerciements pour des subsides reçus du Saint-Siège pour le diocèse. C'est tout. Ça tenait à peine en 2 paragraphes. C'est tout. Il n'y avait pas... On peut rendre la lettre là publique, mais les gens croient qu'il a révélé aux noces. Je vais vous donner une petite anecdote assez rapidement. Monseigneur Zoa est mort en direct à la télévision. Lui qui a sauvé des personnes, des centaines de personnes, en tant que prêtre, évêque, toute sa vie, il n'a même pas reçu une bénédiction en mourant. Alors qu'il était entouré des cardinaux, des évêques et des prêtres. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu des questions des gens qui me disaient, Père Jean-Pierre, qu'est-ce que Monseigneur Zoa a dit au cardinal? Parce que le cardinal était assis à côté de lui, Monseigneur Zoa s'est penché vers lui pour lui parler. Et quelques minutes après, paf, il est tombé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit au cardinal Toumi? Qu'est-ce que vous cachez derrière? Eh bien, j'ai demandé au cardinal, j'étais son chancelier pendant 12 ans et demi. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, les gens racontent n'importe quoi. Avant la messe, nous étions dans la procession. Monsieur Zoé me dit, vraiment, ils sont toujours en retard. Parce que le président devait venir. Il dit, mais commençons la messe. Le cardinal dit, je vous ai dit ça depuis longtemps. Commençons la messe. Ils seront toujours en retard. Quand ils commencent la procession, ils arrivent à l'hôtel. On annonce que le président arrive. Eh bien, en ce moment-là, tout le monde attend. Il s'assoit. Monseigneur Zoa se penche vers le cardinal pour lui dire, Éminence, vous aviez raison de dire, ils sont tout le temps en retard. Et puis il revient à sa place. Quelques minutes après, paf, il tombe. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'il a dit au cardinal Toumi. C'était tout simplement ça. J'ai dit ça. C'est quand même légitime de se poser la question. Mais c'est normal. Mais les gens croient qu'il y a des secrets derrière. Le pauvre Piero Piopo, il avait déjà été nommé nonce en Indonésie 3 semaines avant. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Et il y a eu la lettre de l'évêque de Bafia, malheureusement, avant qu'il ne parte, qui le remerciait, qui remerciait pas lui, le Saint-Siège. Eh bien, maintenant on dit, il a dit, s'il était parti, heureusement que les nonces est resté. Parce que l'autre est parti, on allait dire, wow, les nonces, vous voyez la présidence, machin. Bon. Encore qu'avant cela, il y a eu quelques années avant la lettre de Monseigneur Doyen Bacotte. Oui. Ça c'est des années, Piero Piopo n'était pas là. Bon, quoi, c'est l'histoire d'homosexualité? Non. En rapport avec l'université catholique d'Afrique centrale. Bon, enfin, sur cette question-là, alors on a sur ce plateau, donc, oui, vous êtes juriste, expert en droits humains. Il y a une dimension juridique dans cette affaire-là. La première question que je voudrais vous poser, c'est en rapport avec les images qu'on a regardées à la télé hier et avant-hier, où on a vu un huissier de justice commis, semble-t-il, par la conférence épiscopale nationale, à la morgue pour le retrait du corps, et qui a été rabroué par le procureur général. Ça se comprend? Dire rabroué, c'est peut-être exagéré. En tout cas, c'est le sentiment qu'il a donné en s'adressant à la presse. Du tout. L'huissier de justice est un officier ministériel assermenté qui participe à la recherche des preuves pour les justiciables. S'il a été requis par la conférence épiscopale nationale du Cameroun, c'était sûrement dans le but et l'objectif noble de réunir les preuves en vue de leur éventuelle action. Mais la présence du procureur général près de la cour d'appel du centre a fait ce qu'on appelle en droit administratif, qui peut le plus faire le moins. Lui qui est magistrat, dont un officier de police judiciaire supérieure, a estimé que lorsque lui est là, un inférieur ne peut plus être là. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut lire cela. Et étant donné que, je pourrais le dire ainsi, la présence peut-être en ce lieu de ce huissier de justice participer à constater
certains éléments sur le corps et que peut-être le procureur général près la cour d'appel du centre estimait que cela a été fait par des officiers. Mais le procureur pouvait également laisser l'huissier. Vous dites qu'il pouvait laisser, c'est une affaire d'option. Il a opté ne pas le laisser. Est-ce que ça, ce n'est pas justement, ça ne fait pas partie des éléments qui amènent les gens à penser effectivement qu'il y aurait quelque chose à dissimuler? C'est vrai, d'aucuns peuvent penser qu'il s'agit ici d'une tentative de dissimulation, parce qu'on peut parler de tentative, parce qu'on ne sait même pas s'il s'agit d'une dissimulation, d'une tentative de dissimulation avec tous les éléments qui entourent cette affaire qui devient co-délicate. Je crois que on ne pourrait pas refuser à monsieur le procureur d'exercer son pouvoir. Il a le plein pouvoir de dire à un huissier, ici, comme je suis là, vous n'avez rien à faire. Alors, est-ce que ça arrive tard? Parce que là, on a le sentiment que c'est maintenant que l'Église essaye. On a écouté Maître Charles Tchunga hier sur Equinox et indiqué que l'Église aurait dû s'y prendre plus tôt. Est-ce que c'est votre avis? Vous voulez parler de ce que l'Église appelle actuellement déposer une plainte contre X avec constitution de partie civile, justement. Oui, pour les juristes puristes, on peut dire que lorsqu'il y a crime, c'est le lieu par excellence de rassembler les preuves. Et si l'Église, la conférence épiscopale nationale du Cameroun, n'a pas pu prendre les dispositions indiquées au moment opportun, on peut bien comprendre qu'il s'agit... Le moment opportun, c'est quoi? Le moment opportun, c'est lorsqu'on découvre, lorsque le corps rentre sur le continent, parce que c'était dans l'eau, lorsque le corps rentre sur le continent, c'était l'Église les catholiques pouvaient être proactifs. Quand ça ne tienne, on peut dire, pour ceux qui pratiquent au quotidien le droit, on peut dire que si on saisissait le juge d'instruction à ce moment, peut-être lui qui est indépendant, peut-être qu'il pouvait faire évoluer les choses. Donc dire que c'est tard ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire pour le moment. Mais au-delà, l'Église, les hommes de Dieu, qui prônent le pardon, je suis très mal placé pour accepter qu'ils les recherchent à travers, parce que n'oubliez pas que la plainte avec constitution de partie civile engage l'action publique et notamment l'action civile. Oui, mais justement, c'est ça la question. En attendant de donner la parole aux autres, oui. Est-ce que cela a encore une signification? Quand la conférence épiscopale nationale indique qu'elle va constituer, je veux dire quoi, un groupe d'avocats, oui. Un groupe d'avocats pour la représenter dans cette procédure-là, la question que je vais poser, est-ce que ça vaut encore la peine à partir du moment où le parquet, le ministère public s'est déjà saisi de la question? Non, moi je crois que ça vaut toujours la peine, sauf que il y a d'interroger les stratégies de la conférence. Est-ce que, je disais tantôt que peut-être en attendant de développer, Dr Gadjiv, en une seule minute, est-ce que la conférence épiscopale n'est pas, je veux dire quoi? Alors, le sentiment qu'on a, c'est qu'elle n'est pas suffisamment conseillée sur le plan juridique. Parce que là, on a l'impression que c'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle aurait dû mobiliser les avocats dès les premières heures de cette affaire. Comment toute une structure comme celle-là, est-ce qu'elle n'a pas de conseil ou que, bon, les gens ne sont pas mobilisés à temps? Ça se comprend? Je crois que le père est mieux placé pour le dire. L'Église a ceci de mythique ou alors de mystique que le silence est le meilleur discernement. Donc, vous avez vu... La mécanique du silence. Donc, vous avez vu donc cette attitude attentiste que l'Église a eue dans la gestion de l'affaire de Bamenda, du Nord-Ouest, où si elle s'est rendue un peu plus tard. L'Église, à son sein, a des commissions justice et paix, où nous recrutons des anciens magistrats, des huissiers de justice et des avocats. Dans une approche indépendante, l'Église aurait pu, à son niveau, commettre un comité pour faire la lumière à ce sujet. On n'a pas besoin de justifier des études de magistrature ou alors de police judiciaire pour comprendre qu'à partir du seul élément du téléphone de l'archevêque, c'était une piste idéale, au moins pour savoir où allait l'évêque, qui a appelé l'évêque. Le communiqué du magistrat
au niveau des enquêtes, nous sommes restés simplement sur les autopsies. Et vous me permettrez peut-être de revenir, je le dis de culture générale en droit, affirmer que parce que le procureur général était là et que l'huissier n'avait pas sa place, je crois qu'il y a une confusion quelque part. C'est revenir à dire que le magistrat peut se substituer à l'huissier ou à l'avocat. Ils ne font pas le même rôle. Donc la posture de magistrat, fût-il président de la Cour suprême, ne devrait pas. Mais l'huissier est un donner... officier ministériel. Donc, je crois que nous sommes dans une approche de manifestation de la vérité. Oui. Le travail Donc, que l'huissier a contradictoire. Oui, donc c'est peut-être dans ce sens, il faut sortir un peu du carcan du formalisme. S'il vous plaît. C'est pas le même rôle. Je voudrais dire, parce que là, il a dit quelque chose. J'ai, dans mon propos, bien étayé que le magistrat est un officier de police judiciaire supérieur. Heureusement que le docteur a bien dit qu'il n'est pas bien futé dans les connaissances du droit. Le patron de l'officier ministériel qu'on appelle l'huissier, c'est bel et bien le procureur général près d'une cour d'appel. Lorsque nous le disons, c'est par procédure. Vous savez, les procédures, c'est comme d'aucuns appellent les routes, les autoroutes de la communication. Lorsqu'on est en procédure, ce n'est pas parce que vous êtes un avocat de 100 ans face à un magistrat d'1 an d'expérience. Non, à un moment, il faut savoir prendre sa place. C'est vrai, nous cherchons le contradictoire. Et ça, c'est dans une procédure autre. Dans le cas d'espèce, croyez-vous que si l'huissier, officier ministériel, était fondé dans sa démarche et que le procureur général vienne à lui dire que votre présence ici n'est pas fondée ou ne se justifie pas, il aurait pu dire à monsieur le procureur général, je suis dans l'exercice de mes fonctions. Mais étant dans l'exercice de ses fonctions, on lui dit, qui peut le plus, peut le moins. Comme je suis donc là, je vous dis que c'est une affaire officielle. Non, ça je voulais expliquer. Ça se comprend. Dans tous les cas, vous avez indiqué que c'est une option. Parce qu'il pouvait, puisque le docteur indique que dans la situation, dans le contexte actuel, on pouvait effectivement permettre qu'il soit là pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a eu... Non, en procédure judiciaire, on ne regarde pas le candidat. Lorsqu'on est en procédure, si vous ratez une étape, vous l'avez raté. Ce que je disais tantôt, c'est que l'Église, la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a déclaré qu'elle va porter plainte avec conscience de partie civile contre X. Ça, c'est normal. Parce qu'une partie lésée d'un crime peut prétendre, peut saisir le juge d'instruction. C'est ce qu'on appelle la conscience de partie, la plainte avec conscience de partie civile. Je disais tantôt que l'Église catholique, je suis chrétien catholique, le pardon, c'est la règle d'or. Je ne sais pas si, dans ces stratégies, c'est pour la sanction. Parce que lorsqu'on porte plainte avec conscience de partie civile, il y a deux actions. L'action publique qui consiste à la sanction et l'action civile qui consiste à la réparation. Je ne sais pas si l'Église peut réclamer réparation, l'Église catholique. Je ne sais pas, suivez bien. Je ne sais pas si elle peut demander de sanctionner, parce que c'est le pardon. Mais je crois, pour ma part, que l'Église catholique veut donner plutôt un signal fort que plus jamais ça. Alors, c'est ça le sens de cette plainte. On peut comprendre ça dans ce sens-là. Oui, nous ne sommes pas là pour réclamer des réparations matérielles. On va les donner à qui? Tout à l'heure, notre ami qui a quitté le plateau, qui est parti, a évoqué le silence de la famille de Monseigneur Bala. Oui. Mais vraiment, la famille de Monseigneur Bala n'est pas silencieuse. Mais la famille de Monseigneur Bala est respectueuse de ce que Bala est devenu. Il était prêtre de l'Église catholique et évêque de l'Église catholique qui est au Cameroun. Elle s'en remet à ce que l'Église parle à sa place, l'Église agit à sa place. Mais la famille de Monseigneur Bala, j'ai eu des contacts avec les membres de la famille, quelques membres de la famille. Ils voudraient bien et ils sont prêts à faire quelque chose. Mais seulement, ils ne voudraient pas laisser l'impression qu'il y a deux sons de cloche. La famille d'une part, biologique, et sa famille spirituelle qui est l'Église. Donc, la famille de Monseigneur Bala, devant laquelle il faut s'incliner,
et porter vraiment tous les respects que nous avons, voudrait bien être d'accord au diapason avec ce que l'Église officielle à travers la voix des évêques dit, et elle est avec nous. Donc, comme notre frère vient de dire, monsieur l'avocat, je peux dire que si vraiment dans cette affaire de la mort de Monseigneur Bala, il y avait une vérité à manifester, il y avait quelqu'un à inquiéter, c'est celui qui nous écoute ou nous voit en ce moment, c'est ce qu'il a fait. Je vous raconte une autre anecdote vraie. Un jour, le cardinal Toumi, enfin, toujours lui, je m'excuse parce que j'étais témoin, il était 4 ou 5 à table, à l'évêché, et il pose la question à ces gens qui n'étaient plus en fonction. Il dit, vous qui êtes là, je ne comprends pas comment vous êtes sortis de Lieberman, de Vogt, de Masno, vous êtes nos enfants, vous êtes catholiques, vous avez été formés dans des écoles catholiques, enfin, à 17 aussi, je suppose. Bon, un ancien des jésuites. Eh bien, comment expliquer que quand vous êtes aux affaires, quand les autres volent, vous volez. Quand les autres mentent, vous mentez. Vous mentez même plus qu'eux. Quand les autres détournent, vous détournez. Quelle est la différence entre vous et eux qui avaient reçu l'éducation catholique? J'imagine la réponse. Ah ben, je vais vous la donner. Alors, il y a un qui a dit, Éminence, vous ne voyez pas la différence, mais nous la voyons. Parce qu'ils volent, nous volons aussi. Ils mentent, peut-être nous mentons plus. Ils détournent, nous détournons. Mais seulement, eux, quand ils entrent dans leur lit, ils dorment. Tandis que nous, on ne dort pas. Parce que nous avons appris à Lieberman, à De Masno, à Vogt, que voler, c'est mauvais. Mentir, c'est mauvais. Détourner, c'est mauvais. Violer, c'est mauvais. Nous, on ne dort pas. Parce que notre conscience nous poursuit. Et le cardinal dit, je vois alors, vous n'avez pas tout raté. Parce qu'au moins, votre conscience vous poursuit. Donc, ces gens-là, qui nous écoutent, parce qu'ils nous écoutent, pendant qu'ils torturaient Monseigneur, je vous révèle que je suis sur ce plateau, que ceux qui nous regardent l'entendent. Pendant qu'ils torturaient Monseigneur Bala, ces tortionnaires, sur le commandement de Dieu sait qui, on lui montrait des images de ceux qui le cherchaient avec son véhicule posé, garé là sur le pont de Bebda. On lui montrait ça pendant qu'on était en train de le torturer. Il voyait les images. Ne me demandez pas, maintenant sur ce plateau, que je vous dise qui lui montrait les images. Et c'est pas moi de vous poser la question. Alors, parce qu'on dit qu'une enquête est ouverte. Normalement venu, vous aurez certainement à donner tous ces éléments. Donc c'est pour dire, il ne faut pas nous prendre pour des idiots ou pour des imbéciles, parce que Saint Polycarpe de Smyrne disait, qui était disciple de Saint Jean, que l'Église est une vieille enclume sur laquelle beaucoup de marteaux se sont usés. Brisés. Usés, pas brisés. Brisés, on peut dire. L'Église est une vieille enclume sur laquelle beaucoup de marteaux se sont usés. Ce n'est pas l'enclume sur laquelle on cogne qui s'use, mais c'est le marteau qui cogne sur l'enclume qui s'use. Ceux qui ont fait ça, et qui montraient à Monseigneur Bala les images qu'on les recherchait, ce sont eux qui s'usent, et c'est leur conscience qui, en ce moment où nous parlons, les juge. Et c'est cette conscience que Monseigneur Cléda, que la conférence épiscopale des évêques est en train d'évoquer pour dire, quel qu'en soit le cas, votre conscience vous poursuit. Et c'est pourquoi on dit, on prie, on pardonne. Le pardon n'exclut pas l'oubli. Pourquoi Jésus ressuscité, lui qui est Dieu, il est ressuscité avec les marques de sa crucifixion pour dire à Thomas, viens alors touche, parce que tu ne voulais pas croire. Pourquoi la crucifixion sur un corps glorieux n'a pas effacé les marques de la crucifixion, les stigmates? Eh bien, parce que ça c'est la mémoire du corps.
L'Église du Cameroun a la mémoire du corps, elle a besoin de la vérité de Pilate, de celui qui a crucifié et de celui qui a ordonné la crucifixion. Peut-être ça viendra un jour, mais le pardon est là. Nous l'avons déjà donné. Alors, donc ça veut dire que l'Église sait ce qui s'est passé, hein, Anissé Kani. Je suis persuadé que l'Église sait exactement comment ça s'est passé. Du fait des connexions qu'elle a avec les hommes du pouvoir. Non, je finis. Ce que Jean-Pierre a dit tout à l'heure, ce que ces anciens ministres auraient dû dire à Monseigneur, l'autre différence est que ce sont eux qui leur achètent les véhicules de service. Absolument, avec l'argent volé de l'État. Parce que là aussi, je le dis en toute connaissance de cause, parce qu'il y a des anciens de Libéral qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui pour avoir détourné l'argent de l'État. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on met l'argent de la quête là-bas, moi je ne sais pas qui dépose l'argent de la quête, d'où vient l'argent de la quête. Même quand tu déposes l'argent de la quête, je ne peux pas dire, Anissé, ton argent sort d'où? Oui, mais quand il dépose l'argent de la quête, c'est pas Jean-Pierre, quand on amène une voiture de 80 millions, on doit se poser des questions. Non, oui. Non, je finis. Je vais vous dire, personne ne croirait, si on le lui dit, que les connexions entre les gens du pouvoir et l'Église catholique ne sont pas sérieuses. Quelques gens. Oui, avec, pas disons, généraliser. Non, pas avec tout le... Tu vas faire, qu'est-ce qu'on fait ici? Le débat, c'est entre non, vous allez prendre la parole. Permettez qu'il finisse. Allez-y, Anissé Kani, finissez. Avec quelques membres ou certains membres de la hiérarchie catholique. Et ces connexions-là troublent l'affaire de Mbala. Il faut le dire. Ce sont ces connexions. Parce qu'il n'y a pas ces connexions, il y aura déjà le bloc du conseil épiscopal face aux assassins. Je mets bien au pluriel. Ce que je veux dire, c'est que moi, vraiment, je l'ai dit au début, la hiérarchie catholique joue sa crédibilité. Parce qu'au-delà du pardon, l'opinion camerounaise a le droit de savoir que est-ce que c'est possible qu'on assassine un évêque sans que cela ne puisse pas déboucher sur une action pour rechercher la vérité. Cela veut dire qu'en ce moment-là, on y est déjà, mais l'assassinat d'un autre individu deviendrait, sur l'expression, du pipi de chat. Voilà. Et donc, c'est en cela que c'est important qu'une personnalité aussi importante qu'un évêque, quand elle a subi une mort suspecte, il faut qu'on établisse la vérité. C'est important. Voilà. Alors, Moïse, moi, sur cette question-là, quelles sont les orientations que peut prendre cette procédure qui est visiblement enclenchée par la conférence épiscopale nationale? On peut s'attendre à quoi? Je dis d'emblée que déjà toutes les morts sont suspectes. Il faut déjà qu'on se le dise. Toutes les morts sont suspectes. Même la mort, ils n'ont pas paru. Il y a des morts naturelles quand même. Toutes les morts sont naturelles. Toutes les morts sont naturelles. Toutes les morts sont suspectes. Je voudrais évacuer ça d'emblée. Je dis, lorsque vous demandez les... La suite, c'est quoi? Maintenant, on parle... Parce que le communiqué dit envisage. Hein, le communiqué dit envisage de porter plainte contre. La plainte est déjà là. S'il vous plaît. Elle va être déposée, pas envisage. Monsieur l'abbé. La plainte est déjà là. Non, Monsieur l'abbé, je peux continuer? Allez-y. Ok. La plainte avec constitution de participer contre X à plusieurs voies. Déjà, je commence à dire que lorsque la plainte avec constitution de participer déposée, il faut payer la consignation qui est fixée par ordonnance du juge d'instruction. Et dès que vous payez cette consignation, la plainte est transmise, on dit en gros, en procédure, communiquée au ministère public, donc au procureur, pour son réquisitoire. Donc le procureur reste toujours incontournable. Et le procureur peut déclarer cette plainte irrecevable. Il peut même, compte tenu de l'insuffisance des motivations, déclarer qu'on entend le plaignant comme témoin. Toujours est-il que dans tous les cas, le plaignant doit être auditionné, même s'il a 1000 avocats. Et c'est lui qui doit venir diriger l'action parce qu'il doit donner le nom des suspects, quitte à ce qu'on les entend comme suspects, comme témoins. Je voulais dire, au-delà, l'article 64 du Code de procédure pénale, parce que c'est ça qu'on applique encore au Cameroun,
donne encore le pouvoir au procureur général près d'une cour d'appel d'arrêter les poursuites lorsque la paix sociale et l'ordre public sont menacés. Voyez-vous, je comprends très mal comment le procureur général pour la cour d'appel du centre, qui a signé le communiqué avec une mort probable dessus de noyade, va se dédier pour dire qu'il y a les éléments. Certes, il a dit dans son communiqué que les enquêtes se poursuivent. Pour quelles raisons? Si la paix sociale et l'ordre public, j'entends dans ces débats, on voyait, lorsque les tortionnaires le torturaient, ils voyaient. J'ai suivi tout à l'heure que c'était des professionnels. Et lorsqu'ils parlent de professionnels, ça veut dire qu'ils étaient amateurs lorsqu'ils ont commencé à liquider certains. Maintenant, moi je crois que dans tous les cas, l'Église, au regard de mon expérience, l'Église catholique veut donner un tocsin pour dire que c'est déjà gros. Parce que vous savez, beaucoup ça commence à 2, mais gros c'est 1. Et on dit souvent, l'Église a dit dans son communiqué, beaucoup gros. Un mort de gros. Et c'est ce mort de gros. Donc il y a des chances que cette affaire n'aboutisse pas. Ce n'est pas des chances. La suite logique, c'est que dans tous les cas, le temps va jouer tout son jeu. Donc le temps va jouer sur les esprits des uns et des autres. Cependant, il y a des relevés, connaissant bien l'Église catholique, qui ne veut pas de réparation, qui ne veut pas qu'on sanctionne quelqu'un pour dire arrêtez. Parce que si on a commencé à mourir des morts suspectes, il ne faudrait pas que nous continuions tous à mourir des morts suspectes. Voilà comment je lis cette histoire. Okay. Et je veux dire, c'est une histoire, cette plainte risque bien de ne pas décoller parce que le procureur, le parquet est toujours au centre de la manœuvre. Pas au centre, à l'entame même de la procédure, grâce à son réquisitoire. Ok. Je ne sais pas si le père... J'ai une petite question à vous poser. Posez-moi 2 questions. Non, une, pas 2. Ok, merci. Une. Oui. Qu'est-ce que la mort de Monseigneur Bala apporterait comme trouble au Cameroun? Merci. À travers ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que sa mort... Il n'est pas obligé de répondre. Non, mais je réponds. Parce que je réponds. Pas qu'il a juste Vous savez pourquoi je pose la question? Parce que je réponds. Les Camerounais meurent tous les jours. Oui. Bala n'est pas le premier Camerounais. Mais il n'est pas n'importe quel Camerounais aussi. Je n'ai pas refusé. C'est un évêque. Je n'ai pas refusé. Bala n'est pas le premier Camerounais qui meurt. Monsieur l'abbé, pouvons-nous revenqu'où Monseigneur, jusqu'où peut aller l'église catholique? Je peux répondre à cette question. Plumet était un Européen. Les sœurs de Dioum, c'était des Européennes. Mais la Bembassi n'était pas européen. C'était des êtres humains. Le père Angelbert Ving, son professeur, n'était pas européen. J'ai dit, pourquoi aujourd'hui la mort de Monseigneur Bala provoquerait-elle des troubles au Cameroun si on cherche à connaître la vérité que les autres Monsieur l'abbé, qui l'ont précédé? Je vous réponds par une question. Et si le coupable se recouvrait dans l'église catholique? Très bien. Eh bien, nous voulons nous connaître le coupable qui est dans l'église. Lorsque l'État doit préserver la paix publique, est-ce que vous voulez qu'on dise c'est vous le coupable? Si c'est l'église catholique, où est la paix publique là-dedans? Non, ça peut troubler pour des hommes d'honneur que vous êtes. Si c'est dans l'église catholique, où est la paix publique? L'article 64 du Code de procédure pénale est clair. Lorsque la paix sociale et l'ordre public peuvent être menacés, l'État... Quand c'est dans l'église catholique, où est le problème? Alors, on sort donc de... Vous voulez la vérité? Le sujet de l'émission, c'est jusqu'où l'église catholique va. L'église ira jusqu'à la manifestation de la vérité. Et cette vérité est parfois implacable et cruelle. Parfois, je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît, parfois. Selon le droit. Permettez, monsieur l'abbé. Selon le droit ou selon vos convictions personnelles. Selon le droit, vous qui êtes amateur. Attendez, vous parlez ici en tant que prêtre ou en tant que... Messieurs, nous sommes des individus, nous avons nos opinions. On sort l'émission. Est-ce qu'on peut répondre à la question? Oui, je réponds. Pour permettre de conclure et effectivement de sortir. Donc, vous dites que jusqu'où l'Église peut aller jusqu'à la manifestation de la vérité. Totale de la vérité. Elle est cruelle et parfois implacable. Il peut y avoir des obstacles. Bien entendu. Alors, et ces obstacles-là, ça peut être la vérité.
ces hommes peuvent arrêter l'église. Hein, bien entendu, dès que l'église se retrouve impliquée. Ou alors, si l'ordre public peut être menacé, parce qu'on dirait que, si on dit que c'est telle personnalité, on ne peut pas mettre le pays en péril. Très bien. Non, je crois que je vais revenir sur... C'est des évidences, ce sont des textes que tout le monde peut lire, de savoir que la paix peut être troublée, mais il y a quand même une insinuation assez curieuse. Très curieuse. Et là, le raisonnement devient un peu alambiqué et à la limite saugrenu. En quoi l'implication, si on disait aujourd'hui que c'est un prêtre qui a tué l'évêque, l'ordre public serait troublé, serait donc méconnaître la terminologie de ces textes qu'on nous révèle. En quoi l'ordre public serait troublé? Ça, c'est d'un. La deuxième, je crois que c'est genre... Non, je crois que peut-être il se pose un problème de conception et de terminologie à votre niveau. Non, l'article 64 du Code de procédure. Non, ça, c'est le citacisme ébouratif. Ça, c'est connu, tout le monde peut le lire. Mais il s'agit donc de ça lorsque la paix sociale est menacée. Parce que si on dit que c'est vous, alors que vous... Qu'est-ce que vous entendez par paix et qu'est-ce que vous entendez par social? Qui serait menacé? Finissez le temps. Donc, vous ne faites pas le départ sémantique entre ce qui est politique, ce qui est spirituel. L'Église, vous avez martelé, relève du pardon. En quoi l'implication? Si on disait aujourd'hui que c'est le nonce qui aurait tué l'évêque. Voilà, en quoi ça va trouver le public. Parce que jusqu'ici, vous estimez que les populations de Bala, au moins du diocèse, l'Église ne s'est pas soulevée. Et le premier de Bafia. Et le premier communiqué des évêques donnait déjà le pardon à ceux-là. Donc, y voir une menace pour la paix, je crois que c'est la image pour l'Église catholique lorsqu'on va déclarer que c'est le nonce qui a tué l'évêque pour la paix. Non, j'ai eu la paix. Non, l'exemple, je crois que c'est pas normal. Pour la paix, il ne faut pas qu'on ait le sentiment. Et deuxièmement, je crois que c'est difficile d'assumer sur un plateau de télévision une nette présomption de mauvaise foi. Et je suis encore un peu écœuré que ça vienne de quelqu'un qui est du droit de dire que à moins que vous soyez déjà penché. Avec un peu de respect. Vous jugez. Permettez que je finisse, s'il vous plaît. Présomption. Je pèse bien le docteur Gadina, vous avez la parole. D'affirmer que le procureur peut arrêter, le procureur peut classer, laissons ces procès d'intention. Accordons un minimum de conscience en tenant compte. L'évêque, l'archevêque. Vous êtes sociologue. Finissez, docteur Gadina. L'archevêque a été clair. L'Église dispose d'un certain nombre de preuves, mais qui pourront participer à la manifestation de la vérité, dont n'allons pas du fait que comme c'est le procureur, il faudra arrêter parce qu'il peut même conclure, il ne peut même pas appeler. Je crois que c'est faire preuve de mauvaise foi. Très bien. D'analyse. Alors, Alicia Kane, de ce point de vue-là, il y a de fortes chances que... Je donne d'abord mon sentiment. Jusqu'où peut aller l'Église? Moi, je pense, vu le contexte, qu'on va arriver à une paix des braves. Mais je vais revenir sur l'affaire de la paix sociale. Tout le monde sait aujourd'hui ce qui s'est passé en 2008. Il n'y a pas eu de trouble de paix sociale. On sait comment d'une certaine manière, comment un certain nombre de Camerounais ont été tués ici lors des années 90, 91, 92, avec même des noms, ceux qui ont donné l'ordre. Il n'y a pas eu de trouble de paix sociale. J'ai le regret de dire à notre ami qu'il veut de façon péremptoire nous induire vers le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait une manifestation de la vérité. Parce qu'il a un souci de paix sociale. Vous savez, monsieur, la loi qui organise les manifestations publiques au Cameroun dit que le sous-préfet ou toute autorité peut interdire la manifestation en cas de risque de trouble à l'ordre public. Vous confondez tout. Non, en cas de risque de trouble à l'ordre public. Je parle de code de procédure pénale. Nous ne sommes pas dans la loi numéro 90/054 qui porte organisation. Ou alors la loi au-dessus de la procédure. C'est pas ça. Elle est au-dessus de la procédure. Et c'est cette disposition de la loi qui a permis à ce que la démocratie n'avance pas dans ce pays. Parce que n'importe quel sous-préfet décidait de sa propre conscience que manifester contre les œufs pourris a un risque de trouble à l'ordre social et refusait la manifestation. Donc vous êtes exactement dans cette vision des choses.
À savoir que tant que l'État trouve son compte, que le gouvernement trouve son compte, c'est bien, même si la vérité doit être cachée. Ok, donc vous avez indiqué qu'on va arriver à une paix des braves. C'est votre analyse aussi? Non, il n'y a pas la paix des braves. Il y aura la manifestation de la vérité, n'en déplaise à mon frère et ami qui est avec nous sur ce plateau. Et je répète, encore une fois de plus, c'est que Saint Polycarpe de Smyrne, ancien disciple de Saint Jean, l'auteur du 4e évangile, disait « L'Église est une vieille enclume sur laquelle beaucoup de marteaux se sont usés. » Eh bien, que ce soit le droit, que ce soit les arguties, tout ce qu'on peut dire, ergoté, dans l'affaire Bala, la vérité, on la saura. Et ceux qui ont fait ça, et je dis et je répète, ils m'entendent, ils me voient, ils savent ce qu'ils ont fait, leur conscience les poursuivra. Mais quand tu tapes sur l'Église, ce n'est pas l'Église qui s'use, c'est toi qui s'use. Les réseaux ésotériques, francs-maçonniques, rosicruciens, qui sont derrière et qui entraînent l'illusion de ceux qui croient qu'ils détiennent un pouvoir en faisant des choses contre leur conscience, sauront que l'Église est une vieille enclume sur laquelle beaucoup de marteaux se sont usés. Pendant cette émission ou après cette émission, tapez sur l'Église. La vérité a honte d'être habillée, car les habits avec lesquels on veut habiller la vérité s'appellent le mensonge. Merci, messieurs. Oui, je voulais dire quelque chose. Rapidement, très rapidement, parce que j'ai finalement été incompris ici. Je voudrais dire à monsieur l'abbé, lorsque vous décidez de vous asseoir sur la même table avec un criminel pour manger la viande, sachez que lorsque la viande va finir par vous manger vous-même. Docteur Gadjif, non, on va se séparer. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment. Je crois que c'est difficile de mettre sur la même table le temporel et le spirituel. Merci d'être venu sur ce plateau, Alice Kani. Merci. Voilà. Merci, Père Jean-Pierre Okengeshaï, d'être venu. Merci. Merci à vous, Moïse Bessomo, d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Merci également à André Bon, qui était sur ce plateau et qui est parti il y a quelques minutes. Merci à vous, Madame, Messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.